François Rebsamen est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour, Bruce Toussaint. Merci beaucoup d'être avec nous. 2150 salariés sur le carreau. Liquidation judiciaire pour le transporteur Maury Global. 2150 d'un coup. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin aux salariés de Maury? Je leur dis rien de particulier ce matin parce que mon ministère, avec le ministère du Transport, suit ce dossier et les représentants syndicaux vont être reçus demain également. Mais le message que j'ai déjà fait passer et que nous faisons passer, c'est que l'État ne peut pas être indifférent à un tel drame social et donc il y aura un dispositif exceptionnel d'accompagnement qui sera mis en place. C'est-à-dire vous savez, les partenaires sociaux ont confirmé, ont signé à l'unanimité les nouveaux contrats de sécurisation professionnelle au mois de décembre. Et donc ces contrats de sécurisation professionnelle prévoient que les salariés seront accompagnés avec un salaire qui doit être de l'ordre de 92%, 90% de leur salaire antérieur pendant un an. Donc je prends l'engagement que nous mettrons en place ce dispositif. Et puis nous allons accompagner chaque salarié jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi. Et s'il le faut compenser les diminutions de salaire, s'il retrouvait un travail avec un salaire inférieur, jusqu'à 300 €. Bref, un dispositif d'accompagnement personnalisé va être mis en place par le ministère du Travail. Retrouver un travail. Ça va être ça le plus difficile pour ces 2000 et quelques salariés. Bien sûr. Moi, je vis ça comme un drame, comme eux. C'est une longue histoire qui, malheureusement, prend fin là. Oui, parce qu'ils y avaient cru. Hein. Oui, j'y avais cru. Et puis, l'actionnaire qui a repris, Arcol, a fait défaut le moment venu. Voilà. En quoi l'État est-il responsable de la situation de Maury? Juste avant votre réponse, on va regarder ensemble une toute petite séquence de quelques secondes, puisque c'est Thomas Hollande, le fils de François Hollande, qui est l'avocat de Maury. Regardez bien ce que dit Maître Hollande et ce que lui répond un salarié. La liquidation judiciaire de la société Maury Global qui a été prononcée. C'est la fin de la société Maury Global. C'est quand même le gouvernement. C'est le gouvernement. Et donc c'est votre papa et votre maman. C'est les premiers responsables. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je comprends la déception, la colère, mais c'est pas le gouvernement. C'est un actionnaire qui fait défaut, c'est l'activité privée, c'est ça qui s'est passé. Alors après, qu'il y ait des personnes qui soient en colère, en détresse, en souffrance, évidemment. Cela dit, demain nous recevrons, donc je l'ai dit, les salariés syndiqués, les représentants du personnel. Donc on fait un travail avec eux et ils sont très contents d'être accompagnés par l'État. Et le rôle du ministère du Travail... Ils n'ont pas l'air contents, pardon François Rebsamen, mais là... D'être accompagnés, ils sont heureux de savoir qu'ils pourront être accompagnés, bien sûr que si. Mais là c'est un drame social auquel on est confronté. Je le vis aussi comme cela. Vous savez, c'est Arcol, l'actionnaire qui fait défaut. Voilà. Autre conflit social symbolique. 14e jour de grève à Radio France. Pourquoi l'État laisse faire? Je crois que ça relève du CSA et c'est donc ça relève de nous tous, non, François Rebsamen? Nous sommes. C'est la radio publique. Oui, je sais. C'est le service public. Je vis ça aussi très bien. C'est votre responsabilité. Vous êtes actionnaire. Je ne suis pas responsable de. Vous êtes ministre du Travail. Oui, mais je ne suis pas responsable de Radio France. Radio France a un patron. Il y a des salariés, il y a des relations. Moi, ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir un projet pour Radio France et les discussions, les négociations doivent reprendre. Hier, Nicolas Sarkozy a dit que c'était scandaleux, ce conflit. Vous-même, est-ce que vous êtes choqué? La direction dit qu'il y a 6% de grévistes. Oui, je suis surpris, je vais vous dire, je suis surpris qu'un tel conflit ait pu s'enquister, en quelque sorte, alors même que la porte du PDG de Radio France devrait être ouverte et la négociation lancée et des projets mis sur la table, oui. C'est l'homme de la situation? Ça, c'est pas moi de porter le jugement. Il a été nommé par le CSA, je crois. Ouais. Et c'est la ministre de la Culture et de la Communication, éventuellement. Elle suit ce dossier. François Rebsamen, pourquoi est-ce que le chômage baisse dans la zone euro, on l'a appris hier, et pas en France? Il a baissé au mois de janvier. Oui, mais pas en février.
Non, vous savez que j'ai dit sur le janvier-février, c'est la première fois depuis 2008 que sur les 2 premiers mois de l'année, il y a une baisse des inscrits à Pôle emploi. Donc c'est un élément qu'il faut prendre de manière favorable quand même, puisque j'ai annoncé que l'année 2015 serait meilleure sur le front de l'emploi que l'année 2014, qui a été mauvaise, tout le monde en convient. Mais ça va être difficile de faire pire de toute façon. On peut toujours faire pire. Ouais. Pour que ça reparte, pour qu'il y ait de la création d'emplois, il faut qu'il y ait de la croissance. Et donc, le rôle du gouvernement, et c'est ce à quoi on s'applique, c'est de permettre la relance. Aujourd'hui, la consommation est repartie. Ça soutient, bien sûr, l'emploi, la croissance, mais il faut relancer l'investissement privé, l'investissement public. On va y venir, parce que quelles sont les solutions? Mais là, quand même, ces chiffres de la zone euro, ils sont terribles pour la France. Non, je me permets de vous dire que non. C'est le bonnet d'âne pour la France. On est 1 point en dessous de la moyenne européenne. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'on est le bonnet d'âne. Ça baisse partout, sauf chez nous. Ça a baissé de 0,1 point. On verra ce que seront les chiffres du premier trimestre 2015. Mais la moyenne de la zone euro, c'est 11,3, le taux de chômage de la zone euro. La moyenne en France, le nombre d'inscrits à Pôle emploi, en termes de pourcentage, je parle de la France métropolitaine, c'est 10,4. Non, on est quasiment 1 point en dessous de la moyenne européenne. Donc on n'est pas le bonnet d'âne. Et d'ailleurs, on n'est pas perçu comme ça au niveau européen. Bon, la question du contrat de travail est-elle tabou en France? Et si c'était ça la solution pour vraiment faire repartir l'emploi? La solution, c'est la relance de l'investissement privé et public pour faire repartir l'emploi, c'est la croissance. Je crois que c'est cela. Je crois que il ne faut pas que le MEDEF, pour parler clair, s'attende à obtenir par la loi ce qu'il n'a pas obtenu dans le dialogue social. Donc les avancées qui étaient possibles entre les partenaires sociaux, qui étaient à portée de main de leur accord, moi j'ai dit au patron du MEDEF, à Pierre Gattaz, je lui ai dit il ne faut pas vous attendre à obtenir par la loi ce que vous n'avez pas été capable d'obtenir par le dialogue social. Et donc, moi, je ne serai pas le ministre du Travail qui réformera le Code du travail. Voilà, je voudrais le dire comme ça. Et en tous les cas, le contrat de travail. Écoutez ce qu'a dit ce matin, il y a quelques minutes seulement, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, justement au sujet du Code du travail. Êtes-vous tous sur la même longueur d'onde? Écoutez bien. Est-ce qu'il n'y a pas, dans notre système, des freins qui font qu'on pourrait embaucher plus avec le même niveau de croissance? Il y a des freins. Des freins ou des obstacles. Vous pourriez toucher un peu le code du travail. Je pense qu'il faut qu'on discute de toutes les questions qui peuvent nous permettre de créer plus d'emplois. C'est quand même ça l'objectif. Lorsque Jean-Michel Apathy relance Stéphane Le Foll sur le Code du travail, le porte-parole répond « Je pense qu'il faut qu'on discute de toutes les questions. » Est-ce que je vous ai dit le contraire? Qui permettent... Vous venez de nous dire, je ne serai pas le ministre du Travail qui toucherait au Code du travail. J'ai pas dit ça, qui réformera, moi, le Code du travail sans l'accord des partenaires sociaux. Laissez-moi terminer. C'est donc aux partenaires sociaux, aujourd'hui, par le dialogue social, ce que je fais, de faire des propositions. Et d'ailleurs, on va leur remettre un bilan qui a été établi de tous les accords qu'ils ont passés. Et sur la base de ce bilan, ils feront des propositions. Le Premier ministre a annoncé qu'au mois de juin, il ferait une conférence sociale thématique pour l'emploi dans les petites et moyennes entreprises, très petites entreprises. Donc ça sera l'occasion d'avoir des propositions, mais elles s'élaborent en partenariat avec le. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Est-ce qu'un contrat de travail spécifique pour les TPE et les PME est envisageable? Est-ce qu'au moins on peut en discuter ou c'est tabou là aussi? On a vu par exemple que le CDI, c'était tabou. Le Premier ministre l'a dit hier matin. Oui, ben c'est bien. Bon, le contrat de travail... Pourquoi est-ce que vous pensez vraiment que ça soit le contrat de travail qui aujourd'hui gêne l'embauche? François Rebsamen, ils disent que ça empêche les entreprises d'embaucher. Non, ils peuvent dire à la rigueur que les indemnités qu'ils doivent payer en cas de licenciement peuvent faire susciter des inquiétudes. Mais quand on embauche, c'est pas en pensant déjà qu'on va licencier. Le problème aujourd'hui, c'est de libérer la croissance, de l'aider par l'investissement, et à partir de là, s'il y a des adaptations, et je ne nie pas qu'il puisse y avoir des adaptations à apporter, aux partenaires sociaux aussi de nous faire des propositions. Oui, vous pourriez aller jusqu'où? Les partenaires sociaux, ils sont tout à fait à même. Ils l'ont déjà montré, le contrat de sécurisation professionnelle et d'autres, les plans de sauvegarde de l'emploi qui sont en place aujourd'hui, qui sont les produits d'ANI transposés dans la loi. Tout ça, c'est les grandes avancées. Pour reposer la question, mais le contrat de travail spécifique pour les TPE ou les PME, est-ce que c'est quelque chose qui il existe déjà beaucoup de types de contrats qui le permettent. Là, il en faudrait peut-être un nouveau. La loi Macron 2 pourrait prévoir cela. Tout le monde s'est focalisé sur cette idée.
il faut changer le contrat de travail. Et donc, moi je dis, le contrat de travail, ça ne change pas comme ça. Voilà. Bien. Un mot sur les conséquences des élections départementales. On vous a peu entendu d'ailleurs depuis dimanche soir. Je voudrais vous poser une question toute simple. Votre logiciel est-il périmé ? François Rebsamen, vous voyez à quoi je fais allusion? C'est ce qu'a dit Cécile Duflot hier dans Le Monde à propos de Manuel Valls. Il faut éviter, je vais le dire, ce genre de propos qui ne favorisent pas le rassemblement. Donc, ce sont des propos qui, à mon avis, sont déplacés quand on veut se rassembler. Voilà. Ouais. Elle s'est pas un peu mise hors jeu, là, Cécile Duflot, en faisant ses déclarations hier dans Le Monde? J'ai l'impression qu'il y a deux, dans les écologistes, il y a deux mouvements, il y en a deux courants. Il y en a un qui voudrait participer, c'est normal, à une majorité, parce que cette majorité, elle doit être composée des socialistes, des écologistes. Ouais. Et puis, il y a une partie des écologistes, visiblement avec Cécile Duflot, qui ont du mal à accepter cela. Ouais. C'est la seule réponse, finalement, de l'exécutif, discuter avec les écologistes après ce second tour catastrophique des élections départementales. On a l'impression que c'est la seule résolution. Je crois que le Premier ministre a été clair, poursuivre, amplifier nos réformes pour donner plus de place à la croissance, favoriser la croissance. C'est au moment où c'est en train de réussir, on va pas changer de politique. À cet instant-là, bien sûr, il peut y avoir des abodiations, il peut y avoir des inflexions, mais le chemin de crête est étroit, mais nous y arrivons. Et je rappelle parce que... Nous y arrivons ou nous y arriverons ? Nous y arrivons, là, cette année, en 2015. Nous y arrivons. Et donc, je voudrais rappeler quand même, ça fait toujours du bien quand on voit les critiques que l'UMP a pu porter. En dernières élections régionales, ils ont perdu 21 régions sur 22. Il n'y a pas eu de changement de Premier ministre, il n'y a pas eu de changement... voilà, donc ils ont été laminés la dernière fois. Garder un tiers des départements, c'est pas ce qu'on espérait mieux, mais c'était une élection sur l'ensemble des départements, ce qui n'était pas le cas précédemment. Merci beaucoup François Rebsamen, merci d'avoir été notre invité ce matin sur iTélé. Tout de suite, le journal de 8h30 avec Amandine Bégaud.